Alors bonjour tout le monde, merci Fabien déjà pour l'invitation à participer à ce séminaire, merci à Julie pour la mise en œuvre de l'événement, toujours intéressant d'avoir cette vision multidisciplinaire de la question des catastrophes pour ensuite pouvoir éventuellement passer à une approche encore plus pluridisciplinaire entre nous. Je vais essayer du coup de relier un petit peu comme ça a été demandé la question des décideurs publics ou des acteurs publics, on pourra revenir un peu sur cette question, aux questions de catastrophes en l'illustrant à travers un objet qui est celui sur lequel je travaille, qui est celui de la question des déchets. On va s'appuyer sur 3 programmes de recherche pour ça qui ont été menés sur les 10 dernières années, un programme sur la gestion des déchets en période Covid, donc assez similaire à ce que vous avez présenté Olivier tout à l'heure, et puis 2 autres programmes sur la gestion des déchets en situation post-catastrophe suite au séisme en Haïti en 2011, à l'ouragan Irma en 2017, avec chaque fois des recherches de terrain évidemment. Et donc l'idée, ça va être de croiser ces analyses avec la mobilisation des décideurs publics, avec la façon dont les décideurs publics s'inscrivent par rapport à ces sujets-là, et puis avec finalement le spectre de la décision publique pour essayer de comprendre dans quelle mesure les catastrophes viennent bouleverser l'organisation de la décision publique, viennent éventuellement prioriser de façon différente les obligations légales qui incombent à ces différents acteurs ou décideurs publics. Et pour ça, on va rentrer, alors plutôt par la question des déchets, on aurait pu rentrer par la question des risques, sauf que vous allez voir que finalement dans ce domaine-là, les politiques publiques ne sont pas menées par ce prisme-là, qui est très large, hein, et petit clin d'œil tout à l'heure Frédéric, les géographes ont une vision bien plus large que le simple aléa sur cette question des risques, mais on pourrait en débattre évidemment. Et du coup là on va plutôt rentrer par la question des déchets, et notamment avec la notion d'ordre public rudologique que je vous présente ici dans le titre et que je vais vous expliquer juste maintenant, si ça passe. Hop, voilà. Alors pour revenir sur cet ordre public rudologique qui essaye de structurer la façon dont s'organise la gestion des déchets, on va déjà le présenter de façon classique et puis ensuite on va voir comment ça se passe en situation de crise et comment tout ça évolue. Alors c'est une notion qui a été développée par un collègue sociologue de Strasbourg, Rémi Barbier, qui s'appuie sur l'idée d'ordre public, hein, l'idée de contraindre la liberté au nom de la protection du collectif, et puis qui a rajouté le mot de rudologique qui est la science de l'étude des déchets, une espèce je sais pas, c'est une discipline, mais un champ de recherche qui a été créé ici à l'Université du Mans dans les années 80, et donc d'associer ces 2 notions pour essayer de comprendre finalement dans quelle mesure le geste de gestion des déchets est contraint par cet ordre public. Et donc dans cette notion d'ordre public rudologique, on a 2 notions à l'intérieur. L'idée tout d'abord de valeur apportée aux déchets, le rapport culturel qu'on va avoir à cet objet déchet qui peut changer selon le contexte territorial, historique, on va juste en dire quelques mots très rapidement. Et puis l'idée des régimes sociotechniques, c'est en gros le schéma que je vous présente là. On ne va pas rentrer dans le détail, hein, vous allez voir ce schéma va nous suivre tout au long de ce petit exposé pour voir comment il évolue en situation de crise, mais on ne va pas prendre le temps d'expliquer chaque point évidemment. Mais donc ces régimes sociotechniques qui sont en gros la façon techniquement dont on gère les déchets, les infrastructures dont on a besoin pour ça, et puis le rapport social aux déchets, le geste de tri qui va aller avec. Ce schéma donc qui symbolise ici l'ordre public rudologique avec encore une fois tout un tas de solutions techniques pour gérer les déchets. Vous avez les 3 petits sacs poubelles au milieu qui symbolisent la production de déchets qu'on va ensuite envoyer vers des décharges, vers des incinérateurs, vers du recyclage, etc. On a tout un tas de techniques. Je vais juste... Bon, je reviendrai là-dessus après. Juste vous faire un petit topo historique assez rapide là-dessus, puisque vous allez voir que finalement, la façon dont on gère, dont on appréhende cet ordre public rudologique en situation de crise est très fortement impactée par cette vision historique. Si on revient, alors au tout début, j'exagère, mais si on revient à la révolution industrielle, en gros, qui a amené un changement assez notable dans l'appréhension de cet ordre public rudologique, puisqu'en réalité, il s'est passé des choses très intéressantes aussi avant cette révolution industrielle, mais on ne va pas remonter trop loin, où l'idée initiale était d'avoir une vision hygiéniste du sujet. Donc là, c'était les risques sanitaires qui étaient
surtout prise en compte, où on voulait simplement évacuer les déchets, le sortir de la ville le plus loin possible pour l'éloigner des populations. Et du coup, le rapport aux déchets était celui d'une distanciation sociale marquée, puisque c'était l'objet qui symbolisait les risques sanitaires importants. Bon, voilà, avec un dessin ici de la boîte à ordures du préfet poubelle parisien en 1884. Je vous fais pas tous les détails, les dates qui sont en bas à gauche. Donc là, on avait 1884-1974, correspondent en gros à des lois qui ont été prises sur le sujet, même si évidemment ces barrières chronologiques devraient être beaucoup plus distendues qu'une simple date précise. Ensuite, on passe à une deuxième période, à partir d'une loi de 1975, où on va complexifier la chose un petit peu, et puis se rendre compte que finalement, balancer les déchets en dehors de nos villes, c'est sympa pour éviter de les avoir en face de chez soi, mais ça a quand même un impact environnemental local assez notable et assez négatif, et donc on va petit à petit mettre en place tout un système d'incinération ou de mise en décharge de ces déchets. La mise en place de ce système, elle coïncide avec la thèse de celui qui a créé la rudologie en 1972, ici à l'université du Mans, qui a fait partie des gens qui ont été les initiateurs de ce mouvement. Et puis troisième étape, pour aller rapidement, vous voyez que notre ordre public rudologique se complexifie de plus en plus, et vous verrez qu'en situation de catastrophe, il y a un petit peu le bazar dans ce schéma. Et donc cet ordre public rudologique se complexifie à travers le développement des filières de recyclage, ce que vous avez sur la gauche du schéma, le développement de filières de compostage, de déchetterie, etc. à droite. Voilà, pareil, on ne détaille pas beaucoup plus ici. Et à partir de 2015, on a un système encore plus complexe qui se met en œuvre. 2015, c'est la loi transition écologique et croissance verte qui amène l'idée d'économie circulaire dans la question des déchets. Et donc on complexifie encore en rajoutant notamment les éléments qui sont sur le dessus du schéma, l'idée de réduction des déchets au moment de la consommation, l'idée de réduction des déchets au moment de la production. Et puis le cercle en pointillé rouge que je vous ai mis ici, c'est celui de l'action directe des acteurs publics, de la gestion directe des acteurs publics. Vous voyez que les acteurs publics, encore une fois, j'emploie pas le mot de décideur public puisque c'est bien plus large que les simples décideurs, mais l'ensemble des acteurs publics essentiellement locaux, on parlait plutôt du national, de l'européen avant, là moi je suis plutôt sur le local, interviennent sur ce secteur du schéma, qui est en gros le cœur du schéma, et tout ce qui est en dehors de ce cercle rouge est plutôt pris en charge par d'autres acteurs. Alors, quand je parle de la gestion directe des acteurs publics, on peut inclure la gestion en régie, on peut inclure aussi l'intervention de prestataires ou de délégataires privés pour le compte de l'acteur public. Et tout ce qui est en dehors de ce schéma rouge, c'est plutôt d'autres types d'acteurs qui vont assumer ces missions. Ça peut être des associations, ça peut être des groupements d'habitants, ça peut être des entreprises ou au titre de la production de déchets, ça peut être des éco-organismes. Voilà, tout un écosystème assez large. Les acteurs publics interviennent directement sur le cercle rouge au centre, mais pour autant, les acteurs publics ont quand même un rôle important sur l'ensemble de ce schéma, sur l'ensemble de cet ordre public rudologique, à travers des incitations, des accompagnements, des financements, tout un tas de dispositifs de plus en plus complexes. Et donc, ce qui nous intéresse par rapport à aujourd'hui, c'est la façon dont réagit cet ordre public rudologique en situation de crise. En situation de crise et de catastrophe. Donc deux exemples, je vous le disais. Ici, une première slide sur l'exemple de la crise Covid et la façon dont ont été gérés ces déchets en situation Covid. Alors avec une démarche assez similaire à la vôtre, Olivier, tout à l'heure, on a été faire des entretiens avec les gestionnaires de tout un tas de territoires, et puis avec des observations qui recoupent aussi très souvent, parfois pas, mais très souvent vos propres observations. Donc ça pourrait être intéressant à comparer plus en détail. Et en gros, ce qu'on a vu, c'est que pendant la crise de Covid, tout cet ordre public rudologique a été largement restreint, largement refermé, où les actions ici qui ont une grosse croix rouge ont été fermées, ont été arrêtées, ont été largement stoppées pendant la crise Covid. On a fermé presque 100% des déchetteries, on a fermé 50% des centres de tri, etc. Pareil, évidemment, sur ce schéma, je résume les choses, mais en réalité, dans le détail, c'est bien plus complexe. Et du coup, le service public des déchets s'est recentré justement sur ce service public, et on a extrait tout ce qui était en dehors. Donc on se recentre en gros, vous voyez, sur le cadre rouge qui correspond au secteur de gestion directe des acteurs publics, et on se concentre sur
Donc on a évacué tous les acteurs en dehors de ce système et surtout on a rétabli un ordre public rudologique. Si vous vous souvenez de la vision un petit peu historique qu'on avait précédemment, on a rétabli un ordre public rudologique qui existait au début du XXe siècle, voire presque parfois à la fin du XIXe, où on a repriorisé la question sanitaire, on a remis en place un système hygiéniste où avec l'objectif premier de protéger les populations, mais du coup on a mis de côté tout ce qui était les objectifs ultérieurs de cet ordre public rudologique, tous les éléments plutôt environnemental, local, global, etc., qui sont censés être aujourd'hui des priorités dans la gestion des déchets. Légalement, on doit d'abord viser à réduire les déchets, puis si on n'a pas réussi, on les recycle, et enfin si on n'a pas réussi, on les brûle ou on les met dans un trou, dans une décharge. Là, on a complètement bouleversé ce rapport-là et inversé la priorité au moment du Covid. La priorité des gestionnaires de déchets au moment du Covid, elle était double. C'est pour ça qu'on a abouti à ce système. Elle était double puisque, si je reprends mes notes, il y avait l'objectif de protéger les salariés, les employés des services de gestion des déchets, et donc dans l'absolu de leur faire respecter le confinement qui était imposé à tous, de ne pas les exposer à ces risques-là, mais en même temps l'objectif de protéger les populations, de ne pas rajouter un risque, une autre crise à la première crise, et du coup de pouvoir collecter à minima les déchets, d'où ce système qui a été mis en place. Pareil, je passe assez rapidement, mais voilà, on pourrait détailler tout ça évidemment. Et si on vient maintenant sur la question des catastrophes naturelles, donc là on va, encore une fois, je synthétise les infos qui viennent d'un travail de terrain suite au séisme en Haïti, suite à l'ouragan dans les Antilles françaises. Et ce qu'on observe à chaque fois en cas de catastrophe naturelle, c'est qu'on a une production de déchets en quelques jours, en quelques heures, une production de déchets qui est de 2, 3, 4 fois la production annuelle d'un territoire. Et donc le territoire en question est évidemment complètement submergé et les services classiques de gestion des déchets sont complètement débordés. Cette question des déchets n'a pendant très longtemps pas été traitée dans la gestion des risques, puisque évidemment on va d'abord sauver des vies, on va d'abord apporter des secours, de la nourriture aux survivants, et on va pas s'amuser à aller trier les poubelles. Sauf qu'on s'est rendu compte depuis quelques années, avec pas mal de projets de recherche qu'on portait là-dessus, que l'impact sur la gestion de crise était important, puisque d'une part on avait une obstruction des routes par des déchets, et donc ça compliquait l'accès des secours. Et puis en plus on avait un impact négatif sur le redémarrage du territoire qui était du coup compliqué et qui pouvait prendre plusieurs années cette fois-ci de retard du fait de la présence de ces déchets. Et donc ce qui se passe en cas de catastrophe naturelle, là c'est encore pire que pour le schéma précédent, puisque tout l'ordre public rudologique classique, les acteurs, les institutions, les valeurs, etc. sont complètement anéantis, soit parce qu'on a des quantités de déchets trop grandes, soit parce qu'on a des services qui sont eux-mêmes touchés, et donc on est obligé d'aller chercher des ressources en dehors de l'ordre public rudologique. Alors ces ressources en dehors, ça peut être des espaces physiques en dehors de l'espace touché, mais c'est aussi beaucoup des institutions qui traditionnellement n'interviennent pas dans le domaine des déchets. Les entreprises du bâtiment, des travaux publics sont les premières à intervenir, elles sont sur le terrain, elles ont des camions, elles ont du matériel, donc elles interviennent plus ou moins spontanément en cas de catastrophe. Les agriculteurs avec leurs tracteurs, avec aussi du matériel un peu lourd, et puis l'armée qui va, alors en Haïti c'était plutôt l'armée des forces de l'ONU qui sont intervenues, dans les Antilles françaises c'était plutôt l'armée française, mais du coup avec un petit temps de décalage. Et donc si on essaye alors conclusion, mais où je vais surtout prendre le temps d'essayer d'analyser un petit peu ces deux éléments, je vais pas regarder l'heure à laquelle j'avais commencé, on a, par rapport à cette question des déchets en situation de catastrophe, une réglementation nouvelle qui est issue de la loi NOTRe de 2015 et qui oblige à la planification de la gestion des déchets dits de situation exceptionnelle. Donc ces déchets de situation exceptionnelle intègrent nos déchets de catastrophe naturelle, intègrent les déchets de pandémie. C'est pas tout à fait la même chose que les déchets en situation de pandémie, mais voilà. Et en gros, ce que dit la loi, c'est qu'elle demande aux régions, dans le cadre de leur nouveau plan régional de prévention et de gestion des déchets, d'avoir tout un volet sur la question des déchets de situation exceptionnelle. On a travaillé avec la région Pays de la Loire ou Île-de-France, par exemple, lors de la mise en place de ces plans qui ont été validés entre les années 2019 et 2020. Au mieux, les régions ont quelques pages
sur le sujet pour commencer à y réfléchir. Au pire, elles ont quelques lignes. Et en gros, ce qu'elles disent dans ces plans, c'est qu'elles retransfèrent la responsabilité aux intercommunalités gestionnaires de déchets, aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération, en leur disant, il y a cette responsabilité qui nous incombe, mais ça serait bien que vous puissiez, vous, à votre niveau local, vous approprier cette responsabilité. Donc, ce qui croise les réflexions tout à l'heure par rapport au rôle de l'État. Là, pour le coup, l'État se désengage, essaye clairement de se désengager, puisqu'en fait, dans les faits, il revient, mais il essaye de transférer la responsabilité aux régions, voire aux collectivités locales. Bon, ça, c'est une photo de l'ouragan Irma et des déchets accumulés. Mais sauf qu'en fait, ce transfert de responsabilité ne fonctionne pas, puisqu'on a vu juste avant que, au contraire, en situation de crise, les autorités locales étaient complètement débordées, et notamment les gestionnaires de déchets étaient complètement débordés. Or, on leur demande de planifier la gestion de ces déchets, et du coup, c'est en décalage avec ce qu'on a pu observer sur tous les territoires, qu'ils soient français ou étrangers. Et puis le deuxième point d'analyse qui est plutôt relative à la valeur et au rapport culturel aux déchets. Alors là, davantage illustré avec la question du Covid. Ici, vous avez une photo à Mulhouse d'un sac poubelle posé sur le trottoir avec des dessins, enfin pas des dessins ici, des petits mots inscrits souvent par des enfants envers les éboueurs. Et en fait, tous les services déchets de France sont encore aujourd'hui, tous les murs sont placardés de dessins d'éboueurs dessinés partout, puisque au moment du premier confinement de 2020, si vous vous remémorez un petit peu la situation, on ne voyait personne à part, notamment dans certains territoires isolés, ces éboueurs qui continuaient à faire le tour des maisons et qui continuaient à passer devant chaque maison. Donc les éboueurs étaient la valeur donnée aux travailleurs des déchets était vraiment très positive à ce moment-là. Hein. Les éboueurs, quand on a fait des entretiens avec eux, ils nous racontent qu'ils recevaient des cafés, des gâteaux, des cadeaux, parfois des câlins, et ils étaient obligés de repousser les gens en disant non, geste, protection, on n'a pas le droit de s'approcher, de se toucher. Et puis la situation a vraiment changé à la sortie du confinement, où là, au contraire, les acteurs des déchets, notamment en déchetterie ou les balayeurs de rue, se sont retrouvés un peu réceptacles de beaucoup de violence et de frustration sociale. Parfois, on les accusait que les déchetteries aient été fermées, on les accusait de la fermeture ou du dysfonctionnement de services publics pendant le confinement, si bien que pas mal de collectivités ont dû embaucher des agences privées de sécurité pour faire la sécurité à l'entrée des déchetteries, par exemple. Donc voilà, un rapport aux acteurs des déchets qui est assez variable. Et puis un rapport aux déchets eux-mêmes qui a aussi bougé, puisque alors on a fait des enquêtes où les gens déclarent être plus sensibles aux gestes écologiques largement, et notamment aux gestes de tri ou de réduction des déchets, sauf que ça ne se matérialise pas dans les faits, puisqu'on observe au contraire une réduction de la qualité du geste de tri à travers tout un tas d'indicateurs que je ne vous détaille pas ici, ou à travers la remise au goût du jour de certains matériaux, comme le plastique, qui était plutôt dénigré avant le Covid pour des questions de pollution, de contamination, et qui est revenu un peu au goût du jour pour des questions sanitaires et pour des questions de protection par rapport à ces éléments. Donc tout cet ordre public rudologique a largement été impacté en situation de crise à travers tout un tas de mécanismes qu'on a essayé de détailler ici. Et voilà, et du coup, c'est ce qu'on essaye pour poursuivre ces analyses et essayer de travailler sur ce sujet. C'est ce qu'essayent de faire nos étudiants ici à l'université. Là, vous voyez qu'ils sont en train de fouiller les poubelles, de faire une caractérisation de déchets devant la BU du Mans en 2022.